Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre pour les musulmans d'Edoui Plenel, mais ce sera pour une autre fois parce que je voudrais réagir à un événement minuscule, sans importance apparente, mais qui, à mon avis, a une certaine signification. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour la journée du 8 mars, donc la journée internationale des femmes, un des parlements belges, celui de la communauté Wallonie-Bruxelles, comme on l'appelle, organise une journée sur l'égalité homme-femme, avec à l'intérieur de cette journée un débat sur balance ton porc, MeToo, etc., etc. Et un certain nombre d'organisations féministes ont décliné l'invitation à participer à cette journée parce que dans ce débat étaient invités à discuter des féministes favorables à Balance ton porc et deux personnes qui sont Raphaël Enthoven et Anne Morelli. Alors elles considéraient que c'était inacceptable de laisser parler ces gens-là qui sont favorables aux violences faites aux femmes, soi-disant, etc., etc. Alors ça m'a fort choqué parce que, bon, Raphaël Enthoven, je vais le mettre de côté, il est assez connu, donc je ne vais pas en parler, mais je connais bien Anne Morelli, qui est une personnalité très connue en Belgique, mais peut-être pas en France, et donc je vais d'abord expliquer qui c'est, et puis généraliser un peu l'exemple et en tirer des conclusions. Alors, qui est Anne Morelli? C'est une professeure d'histoire à l'Université libre de Bruxelles, qui est maintenant retraitée, et qui a été une militante de gauche depuis des années, qui était une militante féministe, qui a écrit des livres sur l'immigration, elle est elle-même d'origine italienne, elle a écrit des livres sur les mythes de l'histoire de Belgique, qui lui ont valu des tonnes d'insultes, elle est laïque, elle était vraiment la grande défendresse de la laïcité. Elle a écrit un livre très bon sur la propagande de guerre où elle reprend les principes de Ponsonby. Ponsonby était un pacifiste de la guerre de 14 qui a énoncé des principes de la propagande de guerre qu'on retrouve dans toutes les guerres, ce qu'explique Anne Morelli. On le voit évidemment aujourd'hui avec la Syrie. Et donc, vous avez une militante féministe historique, mais qui a commis un crime. Quel est son crime? Elle a signé le texte dit des 100 femmes, il y a plus que 100 femmes qui l'ont signé, mais entre autres Catherine Deneuve, etc., contre le mouvement Balance ton porc. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance, je signale au passage que je ne suis pas d'accord avec elle là-dessus, et j'ai discuté avec elle, et j'ai jamais vu chez elle, j'ai discuté de beaucoup de choses avec elle, et j'ai jamais vu chez elle l'ombre d'un refus de discuter. Elle a discuté évidemment avec des adversaires de tous bords, mais dans son cas, ça donne d'organisations féministes, on dit non, on ne peut pas participer à une journée parce qu'elle est là, voilà. Ça m'a fait penser un peu à ce qui se passait dans le temps, parce qu'après qu'elle ait signé ce texte, le ciel lui est tombé sur la tête, tout le monde dit comment c'est possible, etc., etc. Et ça m'a fait penser un peu à ce qui se passait dans le temps dans les partis communistes, où il y avait des militants de longue date qui un jour avaient dit quelque chose sur Trotsky, ou sur Mao, sur l'Union soviétique, ou je ne sais pas quoi, et qui, hop, se retrouvaient exclus du parti du jour au lendemain, et c'est un peu comme ça. Elle a dévié de la ligne du parti sur une chose, sur ce texte de Balance ton porc, que moi je n'aime pas. J'aime pas ce texte signé par Catherine Deneuve, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas une raison d'exclure, de refuser de discuter, etc. Et d'ailleurs, c'est même pas vrai. Comme je dis, s'ils avaient invité Zemmour ou Soral à débattre, je trouve qu'il faudrait débattre avec eux. Donc moi, ça m'a simplement stupéfait qu'on aille jusque-là dans l'exclusion ou dans la réaction à l'égard d'Anne Morelli. Bref, je vais donner d'autres exemples et puis essayer de tirer une leçon plus générale. Alors, leçon politique plus générale. Un autre exemple, c'est que récemment, dans les écoles américaines, on a retiré du curriculum, donc des livres qu'on donnait aux élèves à lire, des livres de Mark Twain, en particulier les aventures de Huckleberry Finn. Alors évidemment, c'est des livres très populaires, on ne va pas réussir à les interdire. Mais on estime qu'ils sont offensants parce qu'ils utilisent des termes de l'époque, c'est-à-dire noir, nègre, ou je ne sais pas quels sont les mots, mais enfin, ils utilisent des termes qui étaient utilisés à l'époque. Mais les livres sont anti-esclavagistes, ils sont anti-racistes. Et en plus, Mark Twain explique comment, ayant été élevé dans un milieu totalement esclavagiste, il a changé d'avis. Donc si vous voulez vous intéresser à l'antiracisme, c'est peut-être pas une mauvaise idée de lire des gens qui ont changé d'avis à partir de leur éducation. Mais non, on veut pas les lire parce qu'il y a des mots offensants. On ne peut pas supporter les mots. Ok, ben si vous voulez éduquer les gens en antiracisme en empêchant la lecture, en détruisant la culture et en censurant, ben je vous souhaite bonne chance. Hein. Alors un autre exemple, qui est belge, celui-là de nouveau, c'est il y a un ministre, Theo Franken, qui est un ministre
flamand qui est en charge de l'immigration et des réfugiés, qui est très anti-immigration, anti-réfugiés, etc. Mais ça, c'est pas la question, qui voulait parler dans une université belge, l'université libre de Bruxelles, mais du côté flamand, et qui en a été empêché par des groupes d'étudiants, militants, etc., qui sont arrivés à l'empêcher de parler. Évidemment, comme il est ministre, il a pu faire appel à la police ou à la gendarmerie pour faire évacuer les manifestants, et néanmoins parler. Mais il a l'intelligence de ne pas le faire, donc il acquiert le statut de victime, et dans une société où tout le monde a besoin d'être victime de quelque chose, elle arrive, et ça renforce évidemment sa popularité, qui en fait est déjà élevée, parce que les groupes pro-migrants sont en fait très marginaux dans la société. Alors, un autre exemple, encore qui est belge, celui-là, c'est un débat que j'ai eu, mais Anne-Moralie en a eu aussi, avec Monseigneur Léonard, qui est un personnage que moi je trouvais en fait très amusant. Je trouvais qu'il avait beaucoup d'humour, beaucoup plus que ses adversaires, mais qui était un évêque très réactionnaire, très, très orthodoxe au point de vue catholicisme, et qui faisait des remarques dites homophobes. Moi je ne suis même pas d'accord, mais bon, mettons qu'elles étaient homophobes, et dans un débat, des espèces de gens qui se croient anarchistes et qui, à mon avis, sont complètement idiots, sont venus l'entarter. Mais évidemment, ces remarques, c'était des remarques, on discute, on ne frappe pas les gens parce qu'ils font des remarques. Il a été attaqué par des fémènes aussi, etc. Mais, je veux dire, lui, il acceptait de débattre, d'accord. Il acceptait de débattre avec un athée absolument convaincu, etc., ça va votre serviteur. Et chez lui, la démarche était d'accepter le débat, mais chez les gens qui luttent contre l'homophobie, c'était de l'agresser physiquement par l'entartage. Alors, ces exemples-là m'amènent à une conclusion plus générale. Il y a dans la société des groupes que je définirais comme puissants et qui veulent interdire, censurer, exclure, etc. Et puis des groupes que je considère comme faibles et marginaux. Et c'est une grande erreur de la part des groupes faibles et marginaux d'imiter la tactique des groupes puissants. Alors, pour les groupes puissants, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes à propos de Pascal Boniface, mais je vais donner encore deux exemples, l'un pas trop récent et l'autre très récent. Fin 2016, Noam Chomsky, que probablement tout le monde connaît, devait recevoir un prix scientifique. J'insiste, scientifique, ça n'a rien de politique. On peut être d'accord ou pas, c'est autre chose. Il devait recevoir un prix scientifique dans les locaux de l'Assemblée nationale française. Il a été empêché, on a dit il ne peut pas venir, etc. De nouveau, sacrilège et tout ça. Et il a eu ce prix finalement dans un local de la Wallonie-Bruxelles, justement, un truc belge. Mais il a été empêché. Alors la justification, je ne sais pas très bien qui l'a empêché, mais la justification a été donnée par Frédéric Aziza, qui a dit on ne peut pas, c'est un endroit sacré, il s'y vient, ce serait contre la loi Guesso. Tous les gens qui vont à l'Assemblée nationale ont le droit de contester des lois, sinon les lois ne changeraient jamais, y compris les députés, évidemment. Et en plus, on dit oui, il a soutenu Forisson, c'est pas tout à fait vrai, mais disons, il a défendu la liberté d'expression de Forisson, et alors, du coup, il ne peut pas pénétrer dans l'Assemblée nationale. Sacré. C'est un peu la même réaction. Bon, c'est alors un autre exemple qui lui est tout à fait récent, sur lequel je reviendrai, c'est une chaîne YouTube aux États-Unis qui est celle d'Alison Weir et de If Americans Knew, si les Américains savaient. Je reviendrai sur Alison Weir plus tard, dans une autre vidéo, mais c'est quelqu'un de très intéressant parce qu'elle se tue à répéter essentiellement que les États-Unis donnent 10 millions de dollars par jour à Israël, et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Rien du tout. Chaque fois que les présidents américains, il y en a eu plusieurs, disent « Oui, faites un effort, limitez un peu les implantations, faites ci et ça », ils répondent « Peut-être, tralala », ils font donner le lobby, et c'est terminé, et tout le monde se couche. Et donc, ça continue comme ça depuis des années. Et au moins, Alison Weir, elle a le courage de le dire. Et comme elle le dit, hop, sa chaîne YouTube est terminée, alors qu'en fait, il n'y a rien chez elle, je la connais bien, enfin, j'ai lu souvent, il n'y a rien de raciste, d'antisémite, etc. Tout ça, c'est des conneries. Mais les groupes puissants arrivent à la faire taire. Donc, on arrive à interdire des gens qui ne sont rien du tout, arrive à empêcher un intellectuel mondialement connu de recevoir un prix qu'il reçoit quand même, mais symboliquement, il ne peut pas pénétrer dans l'Assemblée nationale. Ici, vous avez quelqu'un qui n'est pas très connu, mais qui est très honnête, et qui n'est pas antisémite. Vous avez la même chose avec Pascal Boniface. On arrive à la faire taire. Ça, c'est des groupes puissants. Mais quand vous êtes dans des groupes qui ne sont pas puissants, et les groupes féministes radicaux, les groupes pro-immigration, sûrement, ils ne sont pas puissants du tout, les groupes, comment dirais-je, anti-homophobie, mais qui vont jusqu'à s'attaquer physiquement au primat de Belgique, enfin au chef des évêques de l'Église catholique, dans un pays qui n'est plus très catholique, ça c'est vrai, mais enfin, je pense qu'ils ne sont pas très majoritaires.
quand vous appliquez cette tactique-là, alors c'est totalement suicidaire. Et je veux vous inviter, si vous avez de la sympathie pour cette tactique, regardez ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, où vous avez des gouvernements dits autoritaires, qui sont certainement des gouvernements de droite et des gouvernements conservateurs sur le plan des mœurs et tout ça, des catholiques, si vous voulez, religieux, évidemment anti-immigration. Ces gouvernements-là, à mon avis, sont assez populaires. Et une des raisons pour lesquelles ils sont populaires, c'est qu'évidemment, dans ces pays, vous avez eu 40 ans de régime dit communiste, qui évidemment existait à cause de la puissance, à cause de la force de puissance étrangère. Donc ces pays-là, ils n'ont pas envie de refaire la même chose avec l'Union européenne, numéro un. Et numéro deux, les partis communistes imposaient une certaine orthodoxie dans ces pays, au nom de la lutte contre le fascisme, évidemment, et de la lutte contre le racisme, et de la lutte contre l'antisémitisme. Alors ces gens-là, ils en ont marre, d'accord? Et une des sources de la réaction réactionnaire, si on peut appeler ça comme ça, qui se produit dans ces pays-là, vient justement du fait qu'on les a empêchés de parler. Alors quand des groupes minoritaires ici, en Europe occidentale, font la même chose et utilisent le pouvoir local qu'ils ont, par exemple dans une université, des groupuscules d'étudiants bien organisés, tout à fait dévoués à leur cause, peuvent évidemment, comment dirais-je, interdire à quelqu'un de parler, interdire des débats, empêcher des débats, etc. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Quand ils arrivent, ou empêcher des livres, tirer des livres des bibliothèques, enfin tout. Aux États-Unis, c'est une épidémie, c'est de la folie furieuse. Tous les gens qui font ça ne se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est se discréditer, d'accord? Et discréditer leur cause, et en fait faire monter l'extrême droite. Et cette tactique, c'est ce que j'appelle le sionisme, bon, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais c'est ce que j'appelle le sionisme du pauvre. C'est-à-dire le sionisme dans le sens qu'on imite ce que les groupes puissants sionistes font, c'est-à-dire faire taire tout le monde, et du pauvre parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les relais médiatiques, ils n'ont pas les relais politiques, etc., qu'ont les groupes sionistes. Et c'est une idée, ils se disent peut-être, tiens, ben, si on peut interdire Chomsky, peut-être qu'on peut aussi interdire Anne Morelli ou Monseigneur Léonard, etc. Mais ça c'est faux, vous n'y arriverez pas. Et tout ce que vous allez faire, c'est retourner encore plus l'opinion publique contre vous, vous faire détester, avoir un processus comme il y avait en Hongrie et en Pologne, et vous rendre de plus en plus impopulaire. Alors je pense que ce genre de tactique est pire qu'un crime, c'est un suicide. Bon, à la prochaine fois.